Imaginez un instant la construction de la bibliothèque la plus vaste, la plus lumineuse et, disons, la plus technologiquement avancée jamais conçue. D'accord. Une vraie merveille architecturale. On sent encore l'odeur de la peinture fraîche, on entend le léger bourdonnement des serveurs qui stockent, tout le savoir du monde, quoi. Ouais, l'image est belle. Sauf que le jour de l'inauguration, en s'approchant des immenses rayonnages, on se rend compte d'un détail franchement troublant. La majorité des livres alignés ont des pages entièrement blanches. Ah oui, c'est glaçant comme image. Et le pire, c'est que les visiteurs qui déambulent dans les allées, ils regardent les quelques mots qui restent sur les couvertures, mais ils ne savent plus vraiment comment les déchiffrer. Et honnêtement, ils s'en moquent, tant qu'il y a de la lumière et de l'animation autour d'eux. C'est une métaphore assez frappante. N'est-ce pas? Et cette bibliothèque vide, c'est précisément le cœur de notre exploration d'aujourd'hui en ce mardi 12 mai 2026. Je suis ravie d'ouvrir cette nouvelle plongée en profondeur. On va s'attaquer à un texte qui fait vraiment l'effet d'un électrochoc, l'essai publié en 1999 par le philosophe français Jean-Claude Michéa. Ça s'intitule « L'enseignement de l'ignorance et ses conditions modernes ». Et c'est la métaphore parfaite pour aborder ce livre. Parce que le constat de départ de Michéa, c'est de s'attaquer à une illusion qui est super répandue. Laquelle, exactement? Mais on a souvent tendance à penser que la baisse du niveau scolaire, la difficulté grandissante à manier la langue ou à construire une logique solide, c'est juste un accident. Genre des erreurs de parcours du système éducatif. Voilà, comme si le système faisait de son mieux, mais qu'il manquait juste de moyens ou des bonnes réformes, quoi. Et donc, la mission de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de décortiquer une thèse radicalement différente et, disons-le franchement, hyper provocatrice. Et si ce déclin de l'esprit critique n'était pas du tout un échec? Et si c'était, au contraire, un rouage absolument indispensable à l'expansion du capitalisme moderne? C'est là que ça devient fascinant. Mais avant d'aller plus loin, il faut établir une règle stricte, une vraie mise en garde pour l'auditoire. Ce texte de Michéa, il est hautement politique, il frappe fort et surtout il tire dans toutes les directions. Oh que oui, il épargne personne. Exactement. Il attaque avec une virulence égale la droite libérale, pour sa vision purement marchande, et la gauche progressiste, notamment en déconstruisant tout l'héritage de mai 68. Donc, il doit être très clair pour quiconque écoute que nous, ici, on ne prend aucun parti. Tout à fait. On n'approuve pas forcément ces idéologies, on se fait simplement le relais impartial des idées contenues dans le texte, d'histoire d'en extraire de la matière à réflexion. C'est un exercice de pensée, quoi. Il s'agit vraiment de démonter les rouages de la machine pour voir comment elle tourne. D'accord, décortiquons un peu tout ça. Pour lancer la machine, le texte s'appuie sur un paradoxe soulevé dès 1979 par le sociologue américain Christopher Lasch. Mhm. Il constatait que la société moderne avait créé l'éducation de masse la plus vaste de l'histoire humaine, mais qu'elle avait simultanément produit de nouvelles formes d'ignorance. C'est le grand paradoxe, ouais. Comment c'est possible? L'accès à l'école explose, mais la capacité à manier la logique, elle, s'effondre. Ce qui est génial ici, c'est que pour résoudre ce mystère, Michéa ne regarde pas du tout les programmes scolaires en premier. Ah bon? Et regarde quoi alors? Il nous oblige à remonter aux fondements philosophiques de notre système économique, ce qu'il appelle l'axiomatique de l'intérêt. L'axiomatique de l'intérêt. D'accord. En gros, pour comprendre l'école moderne, il faut comprendre l'économie politique classique, celle du XVIIIe siècle, avec des penseurs comme Adam Smith ou Bernard Mandeville. D'accord, les pères fondateurs du libéralisme. C'est ça. Leur théorie centrale, c'est que l'égoïsme et le calcul rationnel de son propre intérêt, ça suffit pour faire fonctionner une société de manière pacifique. C'est le fameux postulat du boulanger. Si le boulanger fait du bon pain, c'est pas par bonté d'âme, c'est parce qu'il veut gagner sa vie. La somme des égoïsmes créerait genre un équilibre global. Exactement. Et Michéa s'attarde beaucoup sur un texte de Mandeville qui a vraiment choqué à l'époque, la fable des abeilles. Ah, j'ai déjà entendu parler de ça. Mandeville y explique avec un cynisme absolu que c'est le vice qui fait tourner l'économie, et surtout pas la vertu. Attends, le vice. Comment ça? Imagine que tout le monde décide soudainement de devenir frugal, honnête, de se contenter de ce qu'il a. Ce serait une société très morale, non? Moral, oui, mais la moitié des artisans ferait faillite. Les serruriers, par exemple, ils n'ont du travail que parce qu'il y a des voleurs. Ah ouais, vu comme ça. Le luxe, l'envie, la vanité, tout ça crée une demande infinie, donc de l'emploi. À l'inverse, la vertu créerait une stagnation économique totale. C'est fou.
C'est un peu comme si on concevait un moteur qui ne fonctionne qu'avec un carburant de pur égoïsme et d'insatisfaction permanente. C'est exactement ça. Mais est-ce qu'une société entière peut vraiment survivre uniquement avec ça? Un tas de gens qui calculent froidement leur intérêt, H24, c'est encore une société, ça? C'est la grande question. Et c'est là que le système se heurte à une limite physique. Pour que le marché fonctionne de façon optimale, il a besoin d'individus totalement désenchâssés. Désenchâssés? Tu veux dire déracinés? Ouais, déracinés, nomades. Des gens sans attache géographique ou morale trop profonde. Prêts à déménager pour un job et à consommer sans être freinés par des traditions. D'accord. Et là, Michéa s'appuie sur le philosophe Cornelius Castoriadis pour expliquer un truc crucial. Le capitalisme n'a survécu que parce qu'il a parasité des types anthropologiques qu'il n'avait pas du tout créés. Qu'est-ce qu'on entend par type anthropologique dans ce contexte? Prends l'exemple d'un juge totalement incorruptible, ou d'un ouvrier consciencieux qui fait bien son travail même quand le patron ne regarde pas, ou un prof dévoué. D'accord. Ces comportements ne sont pas du tout rationnels d'un point de vue capitaliste pur. Si le juge suivait l'intérêt pur de Mandaville, il prendrait les pots de vin, quoi. Ah, bah oui, c'est plus rentable. Exactement. S'ils agissent avec droiture, c'est grâce à des valeurs héritées du passé. Des morales religieuses, l'honneur civique, le système a brûlé ce carburant humain ancien, tout en cherchant à détruire ces mêmes valeurs qui le freinaient. C'est fascinant. Et ça nous mène directement à une notion magnifique que les sources reprennent de George Orwell, la common decency, ou la décence ordinaire. Ah, la fameuse common decency. Ouais, ces vertus quotidiennes d'honnêteté, de loyauté, d'entraide chez les gens simples, c'était le vrai grain de sable dans la logique purement marchande. Et c'est là que l'ancienne école républicaine fait son entrée dans l'analyse de Michéa. Tout à fait. Et son rôle était hyper ambigu. Ah oui, Parce qu'on a souvent une vision un peu nostalgique de l'école d'autrefois. Non. carrément naïve même. Hein. En réalité, cette école jouait sur deux tableaux contradictoires. D'un côté, elle devait discipliner la jeunesse pour l'ordre industriel naissant. Standardiser les esprits? Voilà, créer un marché unifié, par exemple, en éradiquant violemment les patois régionaux. Mais de l'autre côté, et c'est le paradoxe, par héritage, elle enseignait le grec, le latin, la littérature classique. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie par rapport au marché? En quoi enseigner le latin empêche quelqu'un de devenir un bon consommateur? C'est simple. La littérature classique, la philosophie, ça t'enseigne à trouver du sens et de la beauté dans des choses intangibles. Le courage, l'amitié, la réflexion. Des choses qui ne s'achètent pas. Exactement. Un individu avec une vraie vie intérieure capable de remettre le monde en question, c'est la pire cible possible pour le marketing. Ah, parce que la pub a besoin de nous faire croire que le bonheur s'achète. C'est ça. Former un esprit avec les classiques, c'était forger un esprit critique avec de puissants anticorps contre la consommation. Et ça maintenait la common decency. D'accord. Mais alors, comment ce fragile équilibre a-t-il fini par se briser? C'est quoi l'élément déclencheur? Selon l'analyse, le grand basculement s'incarne dans les mouvements culturels des années 60. Et surtout, mai 68. Oula, on touche à un mythe intouchable là. Et c'est là que le livre va totalement à rebours de la pensée dominante. Michéa rejoint l'idée de Serge July, un des acteurs de l'époque, qui parlait d'une révolution culturelle libérale-libertaire. Libéral et libertaire, c'est-à-dire? La jeunesse de l'époque voulait abattre l'autorité, le patriarcat, les carcans moraux. Le slogan c'était « Il est interdit d'interdire ». Mais en voulant tout détruire, ils ont pulvérisé les derniers remparts culturels qui freinaient le capitalisme. Attends, il faut vraiment faire une pause ici. Dans l'inconscient collectif, mai 68, c'est l'émancipation suprême, la rébellion absolue. Comment l'auteur peut-il affirmer que ça a rendu service au système capitaliste? C'est l'ironie tragique de l'histoire. En voulant libérer l'individu de ses devoirs envers la communauté pour célébrer le désir immédiat, ils ont fait table rase de la décence commune. D'accord. Et sur cette table rase, la consommation est devenue un mode de vie total. Le slogan « Vivre sans temps mort et jouir sans entrave », c'est devenu mot pour mot le cahier des charges des agences de pub. Oh waouh! C'est un peu comme abattre tous les murs d'une vieille maison parce qu'on s'y sentait à l'étroit pour se rendre compte ensuite qu'on a laissé entrer les loups du marketing directement dans le salon. C'est une excellente métaphore. On a détruit la morale traditionnelle et on a supprimé la culpabilité liée à l'accumulation matérielle. Mais concrètement, comment cette table rase s'est-elle traduite dans le système éducatif? Parce que si le capitalisme n'a plus besoin de la culture classique, que devient l'école? Pour comprendre ça, les sources nous emmènent vers un événement précis en 1995. Et franchement, ça a l'air sorti d'un roman de science-fiction dystopique. Ça me fait presque peur, dis-moi tout. Ça se passe à l'hôtel Fairmont, à San Francisco, sous l'égide de la Fondation Gorbatchev. Il y a 500 leaders mondiaux.
Des ex-présidents, des PDG, des manias de la tech. L'élite mondiale, en gros. Exactement. Et là, ils font un constat froid. Avec la mondialisation et l'automatisation, 20% de la population active suffira pour faire tourner l'économie mondiale au XXIe siècle. Attends, 20%? Seulement. Mais Et que fait-on des 90% restants? On ne peut pas juste les jeter à la rue. Comment on justifie l'école pour eux? c'est la grande question du Fermont. Et c'est Zbigniew Brzezinski, un géopolitologue, qui donne la réponse. Il propose un concept appelé le tititainment. Le tititainment, ça sonne bizarre. C'est très cynique. C'est un mot valise entre entertainment, le divertissement, et tit, les seins, en référence à l'allaitement maternel. Oh, d'accord. Nourrir et divertir, c'est ça exactement. C'est ça, fournir à la masse exclue un cocktail de nourriture suffisante et de divertissement abrutissant continu, pour les maintenir dociles et éviter toute révolte. C'est glaçant. Et à partir de là, Michéa déduit que l'école du XXIe siècle va devoir être structurée à 3 vitesses. 3 vitesses, alors, explorons ça. La première vitesse, j'imagine que c'est pour l'élite. Oui, l'école pour les 20%. Pour eux, il faut conserver des pôles d'excellence très sélectifs. Où on enseigne toujours la culture classique, j'imagine. Exactement. La vraie culture, la complexité, la rhétorique, l'esprit critique. Parce que le système a besoin de dirigeants lucides avec une pensée systémique pour piloter l'économie globale. D'accord, c'est logique pour le sommet. Ensuite, la deuxième vitesse, c'est pour qui? C'est pour former les techniciens moyens. Pour eux, l'histoire ou la philosophie, c'est considéré comme inutile. On leur donne ce que Michéa appelle des savoirs jetables. Des savoirs jetables. Hmm. Genre des compétences purement techniques. Voilà, comment utiliser tel logiciel précis, par exemple. Sauf que 3 ans plus tard, le logiciel change et le savoir est obsolète. Ah, la perversité du truc. L'individu devient obsolète et doit retourner acheter de nouvelles certifications. Exactement. Et ça permet aux multinationales de vendre de l'enseignement à distance sur des ordis et à l'État de licencier des profs pour les remplacer par des écrans. C'est le serpent qui se mord la queue. Mais alors, la troisième vitesse. Ici, ça devient vraiment intéressant. L'école pour la grande masse. Les fameux 80% jugés inutiles. C'est là qu'on entre dans l'enseignement de l'ignorance. Pour eux, il ne faut surtout pas transmettre de capacité de raisonnement critique. Comment on fait ça en pratique? On remplace l'instruction civique traditionnelle, qui apprenait l'analyse de textes et les institutions, par une éducation citoyenne, basée uniquement sur l'émotion. Sur l'indignation morale, en fait. C'est ça. Le livre cite Guy Debord sur la dissolution de la logique. Si on t'apprend à réagir juste par l'émotion, tu perds la capacité à lier les causes et les conséquences. Ouais, du coup, on peut s'indigner d'un drame écologique sur Internet tout en consommant les produits de la multinationale responsable. Exactement. Sans logique, la révolte tourne à vide. Et les profs deviennent de simples animateurs dans une immense garderie. Mais attends, il y a une objection majeure là-dessus. C'est une vision incroyablement cynique. Est-ce que les pédagogues modernes participent consciemment à ce complot Salgemi? Ils veulent vraiment abrutir les jeunes. Non. Et c'est là toute la tragédie. Michéa précise bien qu'il n'y a pas de complot conscient de la part des enseignants. Ah, ouf. Les réformateurs, souvent très à gauche, ont les meilleures intentions du monde. Ils croient sincèrement démocratiser l'école. Ils pensent que la grammaire, la dictée, les classiques, ce sont des outils bourgeois et discriminants. Donc, en voulant alléger l'école pour la rendre plus inclusive et joyeuse, ils désarment les élèves des milieux populaires. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Exactement. Le résultat final, c'est que ça sert uniquement la restructuration du capitalisme, qui veut des consommateurs émotifs et dociles, pas des esprits critiques. Et le pire, d'après les sources, c'est que le système n'a même plus vraiment besoin de l'école pour formater les esprits. C'est la culture jeune, portée par les marchés, qui prend le relais comme ultime éducateur. Ouais, c'est la phase industrielle du tititainment. Michéa parle des chaînes comme MTV dans les années 90, et aujourd'hui, c'est décuplé avec Internet. Et que fait le marché au juste? Il récupère l'énergie rebelle de la jeunesse. Le look délinquant, l'irrévérence, le sarcasme, tout ça est récupéré, packagé et vendu pour fidéliser les consommateurs. On vend la rébellion comme on vend des baskets. Mais pourquoi ça marche aussi bien? Parce que la vraie rébellion, celle qui menace le système, elle demande une discipline de fer et des valeurs solides. Ça demande de l'effort. Ce qui nous ramène à la common decency. Voilà. Alors que la rébellion de marché, l'esthétique rebelle, ça demande aucun effort. Il suffit d'acheter les bons vêtements et d'adopter une posture cynique. Et paf, le rebelle moderne devient le consommateur parfait. Totalement vidé de sa dangerosité politique, la contestation devient juste un look. C'est fou, et je tiens à faire le lien avec l'auditoire ici, car comprendre cette dynamique, c'est vital aujourd'hui.
Que ce soit au travail ou ailleurs, si on nous pousse constamment à être flexibles, à rejeter la tradition au nom de la modernité, c'est peut-être simplement pour nous rendre plus isolés et exploitables. C'est la conclusion implacable. L'ignorance moderne, ce n'est pas le manque d'infos, on a Internet, c'est la perte de la boussole logique. Et Michia termine en citant l'essayiste James Semprún. Vas-y. Souvent, les écologistes demandent, très angoissés, quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Mais Semprún dit que la vraie question, c'est à quels enfants allons-nous laisser le monde? Ah waouh, ça donne le vertige. Pour résumer l'immense parcours qu'on vient de faire, on est parti de la philosophie d'Adam Smith au XVIIIe siècle, on a traversé la décence commune d'Orwell, les bouleversements de mai 68, jusqu'aux stratégies glaçantes de l'hôtel Fermant. Un vrai voyage. Et la grande leçon, c'est que l'enseignement de l'ignorance n'est pas un accident. C'est une méthode de gouvernance pour maintenir la paix sociale dans un marché hyper compétitif. Ouais, ça demande vraiment d'ouvrir les yeux, quoi. Quand le tititainment est servi en permanence sur nos écrans pour tuer notre logique, la rébellion la plus authentique aujourd'hui, ce n'est peut-être plus du tout de descendre dans la rue ou de casser les codes. Peut-être que le véritable acte de résistance radicale, c'est de s'asseoir en silence, d'éteindre son téléphone et de s'attaquer à la lecture d'un livre ancien, complexe et exigeant. Refuser la bibliothèque aux pages blanches. Exactement. Merci pour votre écoute attentive lors de cette exploration en profondeur. Et surtout, d'ici la prochaine fois, gardez l'esprit critique bien éveillé.